je ne pourrai jamais arrêter parce que mon père m'a dit ça. Pourquoi ? Parce que je l'aime trop, en fait. Et je voudrais jamais lui en vouloir parce que de m'avoir fait abandonner mon rêve. Je pense que ce serait une erreur de faire ça parce que je lui en voudrais trop, en fait. Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Tu viens d'entendre Amadou Mariko, ou l'expert en échec scolaire. Il réalise son rêve, devenir réalisateur de cinéma avec son premier long métrage sorti en été 2023 qui s'appelle Yo Mama. Co-réalisé avec Leila Si, c'est un film touchant, valorisant les mamans et l'énorme travail qu'elles font pour éduquer leurs enfants. Avec un casting de malades, Claudia Tagbo, Sophie-Marie Laroui ou encore Zao, et bien entendu la participation de ce qu'on peut appeler un mentor, Jean-Pascal Zadi. On parle aussi de son parcours en termes de rap, en termes d'échecs scolaires, en termes d'efforts et de résilience. Amadou, c'est un mec cool, tranquille, sympa, drôle, attachant, mais surtout quelqu'un qui aime partager. Et je fais aussi un gros big up à Dimitri Houpo, parce que c'est aussi l'homme de l'ombre. Grosse force à toi. Sans plus tarder, bel épisode. Faut pas me donner un micro, je kick. Juste un truc. Les tables, la Ouais. grâce de ouf. Ouais, nigga. Donc, I'm on the c'est same. bien comme ça, tu peux bouger, Yes. c'est parfait. I'm on Tu the veux du jus ou pas? No, Il y a ce qu'il faut que tu me dis si tu veux. no, On est bon. thank you. Ok. Amadou, très content de te recevoir, merci d'être présent. Dis-moi, première question pour toi. Là maintenant, si ton cœur devait te parler, il te dirait quoi? Comment il va? Il me dirait salam alaikum ou ça. Merci de l'invitation. Si mon cœur devrait me parler, il me dirait quoi? Il me dirait, va vite rejoindre ta femme. Oh la pression. On va faire un podcast express. Non. Non, parce que je pense à elle, c'est tout. C'est pour ça, c'est juste ce qu'il me dirait. Et ben on lui passe un grand grand salam. salam. Salam alaikum, bébé. Ça, je laisse, hein. Laisse, attends, on est des fragiles, on est des fragiles. Tranquille, c'est bien, ça passe bien, wesh. C'est à la mode 2023. Oh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta jeunesse, mais à travers ton quartier? Entre à travers guillemets, mon quartier. la cité des Rosiers, tout ça. En fait, il faut savoir que moi, ma jeunesse, j'ai toujours été le nouveau. C'est faux parce que je suis venu du 9-4, t'as vu, ils ont eu la pression dans le 9-5 comme je venais Ouais. du 9-4, tu vois. Je leur ai dit, nous, c'est Braco. C'est Rof, la mafia Cafri, tout. Mais sauf que, ouais, j'ai toujours été le nouveau. C'est-à-dire, toujours celui qui a dû faire ses preuves. J'ai toujours dû faire mes preuves. Même quand j'étais dans le groupe, j'étais un peu le dernier, quoi, le dernier venu. Même si j'étais au début dans le groupe, mais j'étais un peu le dernier. Et du coup, voilà. Ma jeunesse a toujours été ça, mais j'ai eu une belle jeunesse parce que j'ai aimé faire ma place, trouver ma place. Et ensuite, avec ces gars qui sont devenus mes amis, qui par la suite sont devenus mes frères de sang. Ok. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Alors, j'avais un pote à moi avant. C'était pas mon pote, c'était mon ennemi. Premier, il demandait à tout le monde de pas me parler. Pourquoi? Il m'aimait pas. Comme ça. Je sais pas. Genre, toi, tu l'aimais bien, mais lui, il t'aimait pas. De ouf, parce que je voulais être son pote en plus, c'est ça le pire. Je voulais être son pote, mais lui, non, il en avait décidé autrement parce que tout le monde était un peu. Il avait on va dire il était au-dessus de tout le monde un peu. Tout le monde était pour lui, tout le monde allait vers lui, il avait un certain charisme. Ce qui fait que. C'était le mec populaire du quartier. C'était le mec populaire, voilà. Okay. Et il était petite taille, le pire, c'est qu'il était petite taille et il y en a, ils avaient peur de lui, ils étaient plus grands que moi de taille. Ah ouais? T'es ouf. Des fois, on le disait, hey, lui, il te bat ou moi, je te bats? Il dit non, toi, tu me bats pas, mais lui, il me bat. Je dis, mais il est tout petit. Du coup, voilà, et il demandait à tout le monde de pas me parler. Et du coup, personne ne me parlait. Mais vraiment, personne ne me parlait. Et du coup, j'ai été ami avec des gens. Franchement, j'aurais jamais été ami avec eux.
si tout était normal, on va dire. Et finalement, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres jeunes avec qui j'ai grandi un peu. Et par la suite, ça s'est amélioré. Tout le monde me parlait. Ah ouais, mais attends, ça avait l'air d'être assez jeune. Donc tu grandis dans un environnement où t'es un peu un paria. Et de ouf, t'es en CM2. Je suis en T'es un CM1. paria, ouais. De ouf. Comment tu vis ça, là? Comment tu t'organises? Bah, tu le vis, tu le vis. Chaque matin, tu vas à la guerre, quoi. Chaque matin, tu te lèves, tu mets tes chaussures, t'as conscience, et finalement, tu finis par vite t'accommoder de ton malheur. C'est-à-dire que, ok, c'est les règles du jeu, c'est les règles, je vais faire avec. Ouais, mais c'est quoi dans ta tête? C'est en mode, du coup, je me mets en mode, comment on appelle ça? Genre, je m'entoure par intérêt, et du coup, j'ai une mauvaise façon de voir l'humain, ou c'est plus un truc du style, bon, bah, je prends la vie comme elle veut, et puis on verra plus tard. C'est exactement ça. Je prends la vie comme elle est, je sors. Ceux qui me parlent, bah, tant mieux. Il y en a qui me parlaient, tu vois, il y avait quand même 2 ou 3. Je te dis, on faisait des matchs Paris-Marseille. Ouais. On était quoi? J'étais seul pour Marseille avec un ami à moi, on était peut-être 3 contre 25. 3 contre 25. Et lui, il était pareil, il était 3 contre 25. Ça veut dire que finalement, ouais, j'ai grandi comme ça sans avoir besoin d'avoir des potes. Ouais. Sans en avoir besoin réellement. J'en avais pas besoin. Ok. J'avais ma petite sœur, c'est pour ça que je m'entends super bien avec ma petite sœur, mais j'avais pas besoin de potes. D'accord. Donc, pas plus gênant que ça, en vrai. Non, pas plus. Est-ce que ça veut dire que t'es un solitaire de base? Non, mais en fait, je suis quelqu'un, j'arrive à m'accommoder des faits. D'accord. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, tu me donnes un handicap, j'arrive à bien vivre avec. J'arrive à trouver le moyen de bien vivre avec ce que j'ai. Ok. Peu d'amis, je vais trouver le moyen de bien vivre et de ne pas avoir besoin d'amis. D'accord. J'ai beaucoup d'amis, je vais trouver le moyen d'être heureux avec ce que j'ai. Intéressant. Donc ça dure combien de temps cette histoire de j'arrive pas à m'intégrer dans des groupes? Oh, ça dure le temps de la primaire. Ça dure le temps de la primaire. Ensuite, je pars au collège. Au collège, on va dire le collège, c'est là, je crois que le premier amour, c'est au collège. Ouais. T'es amoureux d'une fille, mais tu lui dis pas. Finalement, tout le collège est amoureux d'elle. On la raccompagne tous et tout. On se regarde, on se dit, oh, tu fais quoi? Du coup, c'était ça. Et en plus de ça, moi, mon quartier, c'est 3 quartiers en un, ce qui veut dire qu'au collège, je rencontre d'autres personnes. Et du coup, là, les cartes sont rebattues. C'est-à-dire cette personne-là qui était mon pire ennemi est devenue mon meilleur ami. Comment ça s'est fait, la transition, là? Ben, la paix, comment elle s'est faite? La paix, elle s'est faite avec le temps et que je pense qu'il a vu que j'étais quelqu'un de plutôt cool et que j'ai vu aussi que c'était quelqu'un de cool. Et on a commencé à avancer ensemble. Sauf que j'étais amoureux d'une fille, mais cette fille, elle était amoureuse de lui. J'avais la rage. Décidément. Ah, je te jure. Et du coup, et non, mais c'est devenu mon meilleur ami. C'est devenu quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, avec qui j'ai beaucoup ri. Et il y avait un certain respect mutuel que j'ai réussi à gagner. Et du coup, il y a eu ce respect-là, mutuellement. Et puis, voilà, quoi. J'ai passé de belles années avec lui. Ouais. Et à l'école, t'étais comment? À l'école, j'étais souvent perdu dans le sens où ça me convenait pas. L'école ne me convenait pas. Est-ce que c'est l'école qui te convenait pas ou on te faisait croire que tu convenais pas à l'école? Non, c'est l'école qui ne me convenait pas dans le sens où aussi j'ai pas appris à réviser, à travailler. En fait, je ne sais pas travailler. Ok, c'est important ce que tu dis. Hein. Quand tu dis l'école ne me convenait pas, c'est quand même à ton âge comprendre ça fait preuve d'une grande maturité, mine de rien. Ouais, à ce moment-là, mais en tout cas, j'en avais conscience. C'est le truc, ce qui me permet en fait de m'accommoder assez rapidement, c'est de comprendre vite, très vite, mes forces et mes faiblesses. Je sais là où je suis bon, je sais là où je suis pas bon. Je savais que j'étais pas beau. Ça veut dire qu'à un moment donné, gros, tu le sais, il y a pas de non, mais ça dépend de... Non, tu sais que tu l'es pas, mais ne pas être beau, ça veut pas dire que c'est un réel handicap en vrai de vrai. Ouais. Ne pas être beau. Aujourd'hui, je suis content parce que ma femme est super belle. Machallah. Machallah. Du coup, je suis super content. Du coup, ça veut rien dire. Et ceux qui se disaient beau gosse, bah, tu vois, ça veut rien dire. Ça veut juste dire aujourd'hui, j'ai conscience. Je sais que je suis pas beau. Ça veut dire je ne suis pas celui qui va pouvoir se poser dans un côté. On va dire, c'est qui lui là-bas? Tu vois, souvent, moi, on m'appelait pour qu'on me demande le numéro à mon pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, très tôt, j'ai eu conscience des forces. Ça veut dire, très tôt, j'ai conscience que ce qui est fait pour moi ou pas. C'est-à-dire, même quand je me donnais à fond, même quand j'y allais pour de vrai, c'est un travail qu'il faut continuer à la maison.
C'est un travail qu'il faut, tu vois, à l'école, il faut aussi continuer à réviser à la maison. Ouais. J'ai pas ces aptitudes. Je les avais pas. J'arrivais pas. Et c'était quoi tes forces alors? J'étais bon en histoire. J'aimais l'histoire. Ok. J'aimais beaucoup l'histoire. Et mes forces, c'était surtout, le fait de comprendre l'essentiel. Peut-être pas tout l'exercice, l'énoncé, mais de comprendre le cœur de l'exercice. Ok. En quoi l'exercice consistait. C'est-à-dire que tu veux m'apprendre à manger sainement, tu parles d'exercice sur le compostage, sur les fruits, les forces. Je vais pas connaître toutes les forces, mais je vais comprendre qu'il faut du verre, qu'il faut du truc et du truc. Ok, je capte. Voilà, mes forces, c'était ça. Et puis l'écriture, mon imagination. Ah, ok. Voilà, c'était ma force. Quand il y avait un exercice sur la seule fois où j'ai eu un vrai 20 sur 20, vraiment, c'est la fois où j'ai dû... on m'a donné une photographie, on m'a dit tu dois écrire un poème sur la photographie. Et du coup, j'ai écrit la photographie et j'ai eu un 20 sur 20 et je suis revenu 2 ans plus tard à l'école parce que c'était après une fois que je suis parti au lycée, je suis revenu et j'ai vu que le poème était accroché dans le bureau du directeur. Ah, bien. Ah, de ouf. Du coup, j'étais très content, mais c'est ça. Et un jour aussi, j'ai écrit une lettre de motivation. Il fallait qu'on écrive une lettre de motivation à une personne de notre rêve. Moi, je disais à un scénariste et je lui avais écrit une superbe lettre de motivation. Je me souviens que ma prof de français m'avait interpellé parce que j'étais pas avec elle, m'a interpellé pour me dire que ma lettre était superbe. C'est elle qui portait des robes. Le rapport. Non, que ma lettre était superbe et qu'elle avait fait lire à des élèves de troisième. À cette époque, j'étais en quatrième et qu'elle avait fait lire à des élèves de troisième qui avaient adoré ma lettre et que voilà, que j'avais quelque chose à faire dans l'écriture. Comment t'as utilisé à la fois cette créativité, cette imagination et aussi l'aspect mature qui comprend vite que ses armes et ses faiblesses pour l'utiliser en dehors de l'école? En fait, le fait de comprendre vite tes forces et tes faiblesses, c'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est propre à l'école, c'est quelque chose où même à l'extérieur, je sais quand mon père va me défoncer. Que j'ai fait des bêtises. Dis-nous les bêtises. Il y a prescription, dis-nous les bêtises. Ah, les bêtises, j'imitais sa signature. Je décrochais à sa place, je me faisais passer pour lui. Je faisais plein de petites bêtises comme ça. Et en fait, voilà, du coup, j'ai vite compris mes forces et mes faiblesses. Et la créativité, ça vient tout seul. Tu sais, c'est un moment où il faut écrire. Tu écris une histoire. En fait, comme je te disais, je m'accommode vite de ma vie, de ce que j'ai. Parce que je sais que j'ai une porte de sortie. Et ma porte de sortie, c'était mon imagination. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, au collège, je faisais un rêve que je continuais chaque jour. Ah ouais? Ouais, tous les jours, je le continuais. C'est-à-dire, c'est un rêve éveillé. C'est-à-dire que dans ma vie, je rêvais ma vie. La vie que j'aurais voulu, que j'ai signé à Marseille. J'ai gagné la Ligue des Champions 2 fois de suite à Marseille. Bien, okay. J'ai signé. Après, je suis parti au Real, mais là-bas, ça s'est un peu mal passé. Ouais. Mais, avant de partir, j'aurais dit, vous allez voir, je vais pas faire un match sans mettre un triplé. Et j'ai mis que des triplés, j'ai gagné 2 ballons d'or. Mais est-ce que tu leur as dit ça? Moi, tu me parles pas d'âge. Ouais, parce que ouais, je leur ai dit ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que mon salaire a augmenté dans mon rêve. Et qu'il est resté dans ton rêve. Et il est resté. J'ai pas réussi à le sortir par contre. Non, mais voilà, je sortais avec les filles que je voulais dans mon rêve. Alicia Keys était amoureuse de moi. Ah oui, bien. Ouais, mais je sortais d'une longue relation avec Christina Milian. Ouais, c'était compliqué à skipper. C'était dur, elle et moi. Ouais, c'était dur. Mais en fait, voilà, je me suis inventé plusieurs vies et en fait, plusieurs histoires. Donc, grand rêveur. Ouais. Et donc, comment tu le transposes ça dans ta vie? J'essaie de t'amener là où je veux. T'as parlé d'écriture. Bah, pas tout de suite dans l'écriture. Non, parce qu'au début, il y a un combat avec le mot rêveur. Parce qu'au départ, je me souviens que j'avais, malgré que j'étais vilain, j'avais réussi à avoir la plus belle fille du lycée. Ah ouais. Bah attends. Comment t'as fait? Donne des conseils. Mais attends, c'est parce que si tu sais que t'es vilain, faut que tu sois gentil. Oui, c'est vrai. Donc j'étais gentil. Ah. Du coup, et cette fille-là, avec qui ça s'est bien passé, j'ai quand même fait 6 ans avec elle. Et attends, au collège? J'étais au lycée.
Ah, au J'étais lycée. au lycée. J'étais au lycée. J'ai fait 6 ans avec elle. Et en faisant les 6 ans, j'ai rencontré ses parents et elle était en général. Du coup, ce qui veut dire qu'on a des parents qui voulaient vraiment qu'elle vise le haut du panier, tandis que j'étais le bas du panier. Ah, J'étais même pas en général, j'étais en BEP à côté. ah, t'es un fruit pourri ou quoi? Je venais en bleu de travail carrément à la cour. Hein. Du coup, elle disait beaucoup que j'étais un rêveur, que j'étais vraiment un gros rêveur. Et du coup, je l'ai toujours pris comme une insulte. Ah ouais? Et ouais, j'avais du mal avec. J'avais beaucoup de mal avec. Pourquoi? Genre, je suis un rêveur. Ça veut dire quoi? Que je suis pas capable de concrétiser des choses. Ça veut dire qu'en gros, je fais que fabuler, je fais que de rêver. Ok. Du coup, je suis pas entier. Le Ouais. rêve, c'est éphémère. Du coup, j'avais tout ça. Et je le vivais hyper mal. Mais vraiment mal. Donc, gros complexe à ce niveau. Gros complexe sur ça. Gros complexe. Et j'ai découvert quelque chose, en fait, qui m'a fait accepter ça. C'est que j'ai découvert que j'étais persévérant. Par aussi la tante, que je n'aimais pas du tout, la tante de ma copine, que j'aimais pas aussi. Ouais. Et du coup, un jour, je devais ouvrir un portail et j'ai dû lutter de ouf. Mais j'ai pas lâché, j'ai lutté et le portail a réussi à s'ouvrir. Et elle a dit à ma copine, tu diras à ton copain qu'il est très persévérant. Oh. Et Premier compliment. Premier compliment, tu te rends compte. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un compliment et que rêveur aussi, en fait. Et que rêveur aussi. Rêveur, ça l'est. Comment t'as fait le switch? C'est quoi le lien? Le lien, c'est que tu dis, je rêve de grandeur, je rêve de faire plein de choses, je rêve d'être grand, je rêve d'être le meilleur, je rêve de ça. Et au final, qu'est-ce qui fait la différence entre un rêve et la réalité? C'est juste que le rêve, il reste dans la tête. Ça devient un objectif. le Ouais, rêve. c'est ça. Mais le rêve, il reste dans la tête. Il suffit juste de mettre en pratique ce que tu rêves. Et du coup, ça sera plus un rêve et ce sera ta réalité. Ouais. Tu peux faire de ton rêve ta réalité. C'est à Et toi de choisir. Il y a aussi une corrélation entre la persévérance et tes rêves éveillés. C'est que C'est t'es dans vrai. la continuité, donc tu persévères même dans tes rêves. Donc c'est peut-être le lien aussi qui a fait que. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est le lien. Et puis de me dire, au final, si je dois pas réussir, c'est pas à moi de le dire. Hein. Ta famille ou tes parents, ils en pensaient quoi, ça? Parce que toi, surtout le lycée, la période du bac, ça a été compliqué pour toi. Ah ouais, gros. Je t'ai dit, j'ai tout raté. Comme je l'ai dit toujours, j'ai tout raté. J'ai raté 5 fois mon bac. J'ai raté plusieurs choses, mais je lâche pas, en fait. Je rate mon bac, je me réinscris à un bac. Je rate mon bac, je me réinscris à un BTS. Pendant le BTS, je repasse mon bac. Je le rate, mais c'est pas grave, je recontinue. Une année, je passe pas mon BTS, je vais à l'école de cinéma, mais je me dis, vas-y, je passe mon bac. Et je l'ai. Mais à ce moment-là, donc, quand tu passes et repasses ton bac et tout, tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas? Pas du tout. Ok. Je sais juste qu'il me faut un bac. À quel moment tu rentres dans le rap? Depuis toujours. Le rap, j'y suis allé je suis allé en 2008 dans le rap. Et même avant 2008. 2008, c'est la partie où j'ai fait du rap pour de vrai. Mais sinon, 2006, 2005, moi, j'étais dans le rap parce que c'était un peu un sport de mon quartier. Tout le monde faisait du rap et j'aimais bien la musique. J'aimais beaucoup la musique. J'ai un grand lien. J'ai une grosse sensibilité à la musique, comme beaucoup. Bah, c'est pour ça que je te posais la question entre l'écriture et ta créativité. Bah, moi, faut savoir que même pour écrire, par moment, j'écoute d'abord une musique. Ouais. C'est la musique qui m'inspire et ensuite j'écris. Genre l'instru ou une musique Une musique, tu sais, des fois, tu sais, par exemple, Sean Paul, là, il y a une musique de She Doesn't Mind. Moi, elle m'inspire un film de basket. Ah Ça n'a ouais rien à voir, mais ça m'inspire un film de basket. Ok. Et du coup, ouais, non, mais c'est. Et je me lance dans le rap comme ça. Et puis, j'écris. Voilà, quoi. Je rêve. Je rêve encore une fois. Quand je fais du rap, c'est un rêve. Je voulais être rappeur. Tu rêves de faire des concerts, tu rêves de remplir des salles. Bah alors, je vis mon rêve, en fait. T'es parti loin aussi dans le rap, mine de rien. Ouais, mine de rien, c'est que quand on était jeune, à 18 ans, notre groupe avait fait pas mal de bruit. On avait fait une tournée en France avec mes amis. À cette époque-là, on était jeunes, on avait 16-17 ans. Du coup, on faisait des tournées. Alors, quand tu as 16-17 ans, tu es dans une petite MJC peut-être, mais que tu vois avec des vigiles qui font une chaîne humaine pour empêcher le public de te toucher, tu sors, tu te dis, waouh, quelqu'un. ah ouais, t'enlèves ton t-shirt, tu le jettes dans la foule, tu te dis, merde, comment je vais rentrer? J'arrive, je fous la merde comme en concert et je me jette dans la foule comme un rocker. Du coup, on a vécu tout ça et après, on a aussi vécu très tôt, du coup, la baffe. C'est qu'on n'a pas pu concrétiser ça, en fait. C'est qu'on était jeunes, c'était avant tout ce qui est stream. Ouais. C'était avant que la consommation de la musique change, ce qui fait qu'on n'a pas suivi le coche. Et tu sais que ça fait mal. Ça fait mal d'être à la porte de la réussite. Ouais. Mais c'était votre objectif ou pas? Ouais, quand même.
Ouais, vous veniez. Ouais, mais on était jeunes. Le plus vieux d'entre nous, il avait 22 ans. J'avoue. Et personne pour cadrer au-dessus. Ah, c'était mort. C'était mort. C'est-à-dire, Alpha 520, il est venu, nous a sorti notre CD. On était contents. Chez Hors la Loi Musique, on l'avait sorti à cette époque. On était contents, mais au final, tu vois, on a continué à faire de la musique parce que tes potes, tu les vois. On traînait en bas des bâtiments, mais à un moment donné, c'est relou. Tu vois, on traîne parce qu'il fait froid dehors. Du coup, on traîne, bien sûr. tu vois, on traîne dans les halls. Ensuite, on se dit, bon, le mieux, c'est de faire quelque chose ensemble. On fait pas de foot. Bah, écoute, on va faire de la musique. On se rencontre pour un objectif et on rêve ensemble. Partager un rêve. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des regrets ou des remords par rapport à ton côté artistique? Aucun regret. J'ai beaucoup de chance. Tu sais, pour réaliser son premier film, généralement, on le réalise à 40 ans. Son premier film au cinéma. Oui. Ah oui. C'est à 40 ans. Jean-Pascal, quand il fait son film même tout simplement noir, tu sais, il a 39-40, tu vois. Et plein de gens. Et encore, t'es un jeune réalisateur à cet âge-là, tu vois. C'est vrai, ça. Tu vois. Et bon, moi, je signe mon premier long à 29. Je le réalise, j'ai 32. Il sort, j'ai 33. Je suis hyper jeune. Et tu le ressens. Hein. Tu ressens sur un tournage que t'as besoin d'une... je comprends pourquoi il faut avoir 40 piges, en fait. En termes de leadership, tu veux dire? Leadership, maturité, en termes de gestion. Ok. Ouais, je comprends que c'est pas... Il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir les reins, les nerfs solides. C'est que de l'humain. Hein. C'est que de l'humain. C'est que ça. Et puis, c'est beaucoup... Il y a combien de personnes sur un tournage? Wow, d'un film comme tu l'as fait, toi? Sur un film... Waouh, déjà, je te dis... chaque équipe, je crois, on avait fait une réunion, on était 17-18 en tant que chef de poste autour de la table. Ça, c'est donc que des postes à responsabilité. C'est sans compter les comédiens et tout. Et sans compter les prods, tout ce tralala. Ouais. Ça veut dire qu'on est déjà... Je pense qu'on est au moins 40. Tu vois, gérer tout le monde. Et des fois, t'as des jours où t'as 200 figurants. Du coup, tes gars, plus les 200 figurants. J'aimerais qu'on avance dans le temps, donc après le bac, l'échec, etc. Donc c'est au même moment où tu rentres t'as parlé d'école de cinéma, donc pour la première fois, tu rentres dans le cinéma. Comment tu rentres dedans? Pourquoi t'as choisi de faire une école de cinéma? J'ai décidé de le faire parce que si je le fais pas, à un moment donné, en fait, je déteste les regrets. Je veux pas vivre sur des regrets. C'est-à-dire que je préfère me dire, j'y vais. Si ça marche pas, je pourrais toujours me défendre en me disant, parce que je me dis toujours que un jour, je ferai face à moi. Je ferai face à moi-même, je ferai face à mon moi jeune, à mon moi rêveur, qui me dira, pourquoi t'as pas fait les choses pour être réel? Bon, moi, je les ai faites. Je pourrais lui dire, écoute, j'ai fait. Et pourquoi réel et pas avocat ou docteur ou À un moment, c'est ton rêve qui te guide un peu. J'ai envie de te dire, tu vois, comme dans Harry Potter, t'as ton chapeau, tu le mets, et il te dit Gryffondor, je sais pas quoi. Finalement, c'est ton rêve qui te choisit. C'est même pas toi qui le choisis, c'est ton rêve qui te choisit. Tu peux pas choisir ton rêve. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est toi qui l'as choisi. Tu dis, ouais, mais non. C'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui te choisit. Si ton rêve, c'est de gravir l'Himalaya, tu pourras tout faire. C'est ton rêve. C'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui le choisis. Et t'as mis combien de temps pour réaliser, sans mauvais jeu de mots, que c'était ça, ton rêve? Bah, le jour où j'allais passer mon BTS, je me suis dit, mais je m'imagine pas être imprimeur. Me lever et aller là-bas. Je m'imagine pas être imprimeur. Je m'imagine pas quelle vie j'aurais. Quelle vie, en fait. Et finalement, je me dis, c'est de réaliser. C'est de faire. C'est de concevoir. C'est d'écrire. Au départ, j'étais pas conscient que c'était réellement réalisé. Pour moi, c'était juste écrire. Du coup, j'ai écrit. Et ensuite, à mon école de cinéma, j'ai vu que j'avais énormément à dire aussi en termes de réal. Du coup, voilà. Du coup, j'y suis allé. Je me suis rendu compte que j'avais déjà des petites connaissances. Mais dû au fait que je regardais beaucoup de films, dû au fait que j'étais passionné, dû à mon regard. Du coup, voilà. C'est là où je me suis dit, c'est ça. Après mon école, je me suis surtout dit, c'est ça et rien d'autre. Dans ton discours, on a l'impression qu'à aucun moment, tes proches, parents, amis, famille, qui tu veux, t'ont fait comprendre que c'était claqué, que ça servait à rien, ou alors, à aucun moment, tu l'as intégré dans ton schéma. Ouais, je l'ai entendu, j'ai beaucoup de fois, même mon père qui s'inquiète, mon père quand même qui a une vie assez compliquée, qui s'inquiète pour moi et qui me voit l'âge partir. Comme il y a une expression qui dit en malien, parce que je suis bambara, qui dit
la nuit est en train de tomber sur toi. En gros, c'est que le temps est en train d'avancer. Il commence à faire nuit dans ta vie, en gros. Ok. En gros, parce que quand t'es jeune, il fait jour et tout, et voilà. Et du coup, mon père, il me disait souvent ça, en me disant, vas-y, va bosser, va travailler, il faut que tu travailles. Tu vois, il rentre à 16h du matin du travail. Ouais. Ça, t'imagines, il voit son fils, il ronfle comme ça, boum, il met un coup Ouais, de je vois. lève-toi, va chercher du boulot. Mais papa, il est 6h. Je m'en fous, lève-toi. Du coup, il y avait ça, mais le truc, c'est que, en fait, je ne pourrais jamais arrêter parce que mon père m'a dit ça. Pourquoi? Parce que je l'aime trop, en fait. Et je voudrais jamais lui en vouloir parce que de m'avoir fait abandonner mon rêve. Je pense que ce serait une erreur de faire ça parce que je lui en voudrais trop, en fait. Parce que c'est de la bienveillance déjà de base. C'est parce qu'il veut ton bien. Et il t'en a voulu de pas l'avoir écouté. Pas du tout. Quoi? Là, il est content. Là, il dit même à ma petite sœur quand elle a raté son permis. Il lui dit, t'inquiète pas, t'as vu Amadou, non? Il a tout raté, mais tu vas réussir. Et au contraire, la force que j'ai, la fierté que j'ai, c'est surtout d'avoir fait, et de lui, tu vois, qu'ils se disent, peut-être j'ai eu tort. Ouais. Tu vois, il se dit, j'ai eu tort et il a eu raison de continuer. Donc remise en question. Voilà. Elle l'a eu sans pour autant que j'ai eu besoin de lui tenir tête. Tu vois. Il me disait, va. Je disais, ouais, t'inquiète, papa, je vais aller. Oui, papa, je vais aller. C'est pas, vas-y. Ouais. Non, papa, je veux mener ma vie. Seul. Non, c'est, papa, oui, t'inquiète, papa, je vais le faire. Ok, d'accord. Je vais aller déposer. Papa, j'ai déposé des CV aujourd'hui. Ah ouais, rien que de le savoir que j'avais fait ça, ok. ça lui permettait à lui d'être tranquille. Ok. Et moi, par la suite, bah, écoute, je me battais. Mon père, il a raison. Mais je veux prouver qu'il est tort. Alors, travaille. Tu travailles. J'ai rien d'autre. Travaille. Et à un moment donné, quand ça commence, faut savoir qu'à un moment, tu commences à, tu vois, quand même, je signe, j'ai 29 ans. C'est-à-dire que déjà, lui, il voit le bec, il travaille pas, il a arrêté son BTS, il est revenu. C'est-à-dire que là, tu dis, papa, fais-moi confiance. Ça sent bon. Ok. Je lui dis rien. Mon père, tu sais, je lui ai rien dit. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour je marche et on voit l'affiche Yo Mama et il voit mon blaze. Ah. Je kiffais. Sauf que ça n'a pas été possible parce que un jour je suis posé comme ça au salon et ma sœur elle dit, papa, tu sais, Amadou il est en train de faire un truc. Ouais. Il dit ouais, je sais. Il dit quoi? Il fait un film. Il dit ouais. Il s'appelle comment? Yo Mama. Ouais, j'avais des mousses. C'était mort. Mais en fait, Facebook. Un jour, j'ai fait une annonce sur Facebook. Je savais pas que mon père était connecté. Et le gars, il a vu. Et en fait, sans le savoir, sans que je m'en rende compte, c'est là où il s'est dit, il m'a laissé tranquille. Et je l'ai fait. Et il est arrivé le jour de la projection avec j'ai vu beaucoup de fierté dans son regard. Énormément. Combien de courts-métrages faut faire pour avoir l'opportunité de faire son premier film? Pourtant, il y en a qui en ont fait 0 et qui ont l'opportunité de faire leur premier film. Le mieux, c'est d'en faire. Mais si tu en fais, c'est pour une chose. C'est pour t'entraîner. Ouais. Il faut en faire pour s'entraîner, pour voir la réalité du terrain. Et les erreurs, il faut les faire. Plus tôt tu les feras, plus tôt tu n'en feras plus. C'est-à-dire, limite, moi, je fais des courts-métrages pour perdre. Je fais des courts-métrages pour échouer. Je fais des courts-métrages pour me tromper. Je fais des courts-métrages pour vulgariser un peu cet univers du cinéma. Comme ça, une fois que je suis plus à l'aise, je sacralise rien. Ouais. Là, je vais commencer à réaliser pour tout casser. Ensuite, c'est comment je réalise pour tout casser. Comment je fais pour m'améliorer. Comment je fais pour avancer. J'observe énormément de films. Comment il la filme. Pourquoi je ressens ça maintenant? Est-ce que son cadrage y est pour quelque chose? Est-ce que c'est sa façon d'écrire? C'est sa façon de jouer? J'analyse tout ça après. J'aimerais que tu me parles un peu de ta rencontre avec Jean-Pascal Zadi. Pour moi, ça a été une des forces, je sais pas, peut-être même un mentor pour toi. Ouais. JP, pour moi, c'est quelqu'un de... En fait, c'est quelqu'un de très inspirant. Et c'est quelqu'un comme moi. Très spontané aussi. Voilà. Il est pas... les rares fois où je l'ai rencontré, il a toujours été lui-même, il a pas joué de rôle. Il est drôle c'est de nature. Rien. Il est drôle, il est drôle de nature. Et après, Jean-Pascal, c'est quelqu'un de très... Il est, j'allais dire humain, mais il est chaleureux. C'est quelqu'un qui a aussi le sens du petit frère.
Comme je dis, moi, le sens du petit frère, c'est-à-dire, il pense à son prochain. C'est-à-dire que percer, c'est bien. Mais percer avec d'autres. Faire percer les autres, c'est encore mieux. Du coup, ouais, je l'ai rencontré. Il est venu pour faire un film. C'était un rêveur. Hein. C'était un rêveur. Il est venu pour faire un film dans mon quartier. Parce que en fait, c'est le rap qui me ramène JP. Ok. Comme mes gars, ils ont fait le morceau Sarcelle avec Alpha 520. JP l'a entendu. Il veut faire un film encore avec Alpha. Il avait fait un film avec Alpha. Il veut faire un autre film avec Alpha. Et Alpha 520 lui dit, non, c'est pas moi qui te faut. C'est les petites Sarcelles. Ok. Il aurait pu lui dire les petites Grigny, les petites intros. Ouais. Il a dit les petites Sarcelles. Il est venu nous voir. Et quand il est venu nous voir, on a fait un film avec lui. Et du coup, c'est là comme ça que je le rencontre. Tu te rends compte, c'est la musique. Ouais. C'est la musique. Et du coup, là, je le rencontre. Et quand je le rencontre, bah, je fais ça avec lui. C'est mes potes, ils font le film. Je le fais même pas. Et quand je vais dans l'école de cinéma, mon pote, il me ramène chez JP. Il dit à JP, on l'a rencontré chez EuropaCorp. Il était parti voir Biff, je crois. Et du coup, il me parle, je lui parle. Il dit, mon pote, il veut faire du cinéma. Il dit, vas-y, ok. Demain, dans une semaine, je fais Craignos. Tu viens avec moi sur le tournage. J'ai pas été, mais c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé, toi et la flemme? Oh, flemme. Tu vois, c'est impressionnant parce que pour te dire, petite parenthèse, j'ai bossé avec des rappeurs. Et ça j'ai bossé avec Nesbill, par exemple, qui est un rappeur, qui est une asso, qui veut démocratiser un peu l'accès au studio pour les jeunes de quartier qui veulent rapper et tout. Et plusieurs fois, ça nous est arrivé à des jeunes rappeurs de leur proposer de venir gratuitement dans le studio pour performer et tout, pendant toute une semaine, de pas venir parce qu'ils avaient la flemme. Et moi, c'est ça que j'ai envie de comprendre. Parce que moi, je suis de province et j'ai toujours été frustré de pas avoir des opportunités comme celle-ci. Comment ça se fait que toi, tu rencontres un mec qui est dans le cinéma, qui est rêveur comme toi, qui te propose une opportunité de disrupter ta vie, et toi, préférer ton lit, en fait? Bah, parce qu'à ce moment-là, quand il me le dit, JP, il me dit, vas-y, si tu veux, tu viens. Mais en fait, dans si tu veux, tu viens, il y a rien de concret. Si tu veux, tu viens. C'est, vas-y, je vais te montrer, vas-y, tu vas rester à côté de moi, on va avancer. J'y ai pas vu là une opportunité. Pourtant, c'en était une, mais je l'ai pas vu là. Je l'ai pas senti. J'ai pas senti que c'était une opportunité. Après, pour moi, c'est un gage de motivation. À ce moment-là, peut-être que je n'étais pas prêt. Ouais. Tu vois parce que je pense aussi que, nous, pour le coup, c'est ce qu'on fait. C'est on propose, on montre qu'il y a une opportunité derrière. Mais ça change rien. Mais s'ils viennent pas, bah, c'est qu'ils sont pas prêts. C'est que c'est pas eux qu'il faut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, à ce moment-là, je n'étais pas celui qu'il fallait. C'était pas moi qu'il fallait. J'y suis pas allé. En plus, c'était un tournage, je crois, c'était à Hermont à cette époque-là. Du coup, il fallait venir en train et tout. Cela n'empêche rien, tu vois, j'aurais pu y aller, mais. Et un tournage, faut savoir qu'un tournage, quand tu tournes pas, quand tu fais rien, c'est ennuyant. Ouais, c'est hyper ennuyant quand tu tournes pas, quand tu réalises pas, quand t'as rien, mais tu galères. Même quand tu répètes la scène 150 fois. C'est galère de ouf. Ça veut dire qu'en fait, au final, c'était pas pour moi. J'étais pas prêt. Je pense que même, tu vois, j'ai été le voir en regard, la preuve en est, c'est que j'ai été le voir. J'y suis pas allé, ok. Il a retourné sa série. Là, il m'a appelé, j'y étais. Donc quand même, lui aussi, de son côté, il a pas été rancunier et tout. Ouais, il m'a rappelé. Et ce que je me suis même rendu compte, c'est que, tu vois, tu sais, ceux qui aident, on les aime beaucoup à chaque fois. Et ils méritent toujours de beaux éloges. Mais pourquoi? C'est parce que, en fait, c'est dur d'aider. Okay. C'est hyper dur d'aider. JP m'a aidé. Il m'a aidé à ce moment-là. Et par exemple, il m'a aidé à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai pas répondu. Mais il m'a pas lâché, il m'a ressollicité, il m'a redit, ouais, vas-y, je vais tourner là-bas, viens. J'y suis allé. Il m'a fait venir sur carrément Craignos quand il a signé chez, il m'a appelé pour ses interviews, il faisait des petites émissions. Avec Move. Ouais, il m'appelait, je travaillais avec lui, il m'a fait travailler. Du coup, il m'a fait travailler sur plein de choses. Tu vois, il m'a permis d'avoir mon premier ordinateur, mon premier MacBook. Du coup, il m'a fait travailler. Et par la suite, un jour, il m'a fait travailler sur une série et je me suis pris la tête sur la série. Tu vois, j'ai pas eu cette capacité de prendre sur moi, comme je disais aux jeunes tout à l'heure, de prendre sur moi, de passer au-dessus. J'ai pas eu cette capacité-là. Et j'ai explosé, tu vois. Et quand t'exploses, t'es coupable, même si c'est pas de ta faute. T'as explosé, c'est toi. Si tu vois, t'as perdu, quoi. Et du coup, mais le gars, il m'a quand même pas lâché.
Tu vois, alors que je suis sur son tournage, je suis en train de tout éclater. Mais quand tu t'es explosé, c'est-à-dire que t'as gueulé sur les gens? Ouais, pas sur les gens, sur une personne en particulier, ouais. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Ok. C'était trop me demander d'en faire plus. Et voilà, j'ai pété les plombs. Ok. Voilà. J'ai du mal à imaginer le Mariko Amadou. Péter les plombs. Ouais. Oh, c'était quelque chose, hein. Ça faillit partir loin. Ah ouais. Ouais. J'ai pété les plombs, mais vraiment, mais il en faut quand même pour me faire péter Ouais, les plombs. j'imagine. Il en faut, mais voilà. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu plus de mal que ça. Ça s'est calmé. JP, il est intervenu. Parce qu'il fallait qu'il intervienne, il a intervenu, et après, par la suite, ça s'est bien passé, mais j'avais quand même cette image du petit qui avait pété les plombs, et tu t'imagines, juste après, il me ramène chez Gaumont. C'est-à-dire, quelque part, c'est gros. S'il te plaît, va pas péter les plombs là-bas. Tu vois, tu vas entendre des choses et tout, et peut-être. Et finalement, non, j'ai réussi. Peut-être que cette expérience-là m'a permis de comprendre qu'il fallait apprendre à prendre sur soi. Ouais, la patience, l'endurance même. Ouais. T'as réalisé un grand film parce que déjà, il est sorti au cinéma, Ouais. été 2023, avec en tête d'affiche Jean-Pascal Zadi, enfin, Yes. avec la participation avec Zao, Claudia Tagbo et Sophie-Marie Larouille. Sophie Marie Larouille. Toutes les trois vraiment alignées avec leur rôle. Comment on fait pour rassembler un casting comme ça pour son premier film? Alors, déjà, il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance, c'est-à-dire que déjà, il y a les collections. Les Lassie, avec qui je co-réalise Yo Mama, connaît super bien Zao. Elle connaissait bien Zao. Du coup, et en plus, on a fait une réunion chez Sutter Kane et Zao était de passage. Ok. Et du coup, Leila nous avait beaucoup parlé de Zao et du coup, on a sollicité Zao. Après, on avait aussi cette volonté d'avoir un casting assez frais et aussi, fallait qu'il soit homogène. Ouais. Il fallait qu'il soit homogène, il fallait qu'on ait un peu de tout. Quelqu'un qui soit quelqu'un qui soit bien en chant, qui soit un peu une leaduse technique vocale, une qui sera une leaduse technique un peu comédie, en tant que comédie, et une autre qui soit un peu, je vais pas dire lunaire, mais quelqu'un qui soit un peu, qui sort des cases. Dire perché un peu. Voilà. Quelqu'un mais fort dans ça, quoi. Ouais. Et Sophie, elle nous a apporté ce truc-là, mais magnifique. Elle est géniale. Et aussi, on a l'aide de Dez Epan. Dez, qui est le directeur de casting, qui est là aussi, qui nous a accompagnés du début à la fin, à construire des familles autour de ces gens-là, à construire un casting cohérent avec le film et avec nos valeurs. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a pas un ami à toi qui est aussi membre associatif qui t'a aidé dans le développement, je sais pas, soit de l'écriture ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Alors non, la première personne à qui j'ai parlé et qui était là au moment où il y a eu l'idée du Mama, c'est Dimitri Oupo. C'est qu'on embrasse parce que vous avez réalisé Afrodance ensemble. C'est ça. Afrodance, je l'ai réalisé seul, mais on l'a coproduit ensemble. Vous l'avez coproduit ensemble. Parce on avait pour objectif d'ouvrir une société à deux. Et c'était le premier projet de notre société. Et, tu peux pitcher rapidement Afrodance? Afrodance, c'était un groupe de danse en fait qui pariait chaque mois leur salaire pour vraiment se donner l'impression de vivre, de gagner leur vie avec la danse. C'est-à-dire parce que du coup voilà, et on avait ça avec Dimitri. Et par la suite, ouais, Yo Mama, il était là dès l'idée. On voulait le produire. On s'est rendu compte qu'il y avait un plus gros, c'était trop gros pour nous. C'est tout, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le produire. Ok. Du coup, Jean-Pascal et Camille l'ont pris pour 12 doigts production. Et ensuite, Gaumont. Et voilà, et j'ai vu Dimitri qui m'a suivi tout au long du tournage et de la construction du film jusqu'à la projection. C'est un peu son film aussi. Bah oui. Bah oui. On l'a vu, et puis toujours derrière toi, hein, moi je l'ai vu le jour de la projection dans ta ville. Et il était là, il était toujours en train de soutenir, etc., voir si tout se passait bien. Donc grosse force aussi à lui, hein, qui percera aussi, j'en doute pas. J'en doute pas. Ouais, non, mais j'en doute pas, et quand bien même, un grand merci à lui, parce que c'est un beau soutien, c'est un grand soutien, qui a un bon œil, vraiment, qui m'aide beaucoup, parce que c'est toujours le premier à qui j'envoie mes projets. Ouais. Parce que je trouve c'est quelqu'un qui, comme je te disais, l'ego, de le mettre de côté, de ne juger que l'écrit, que l'œuvre, que l'art. Et du coup, c'est quelqu'un qui le fait très bien, qui a un bon œil et qui a beaucoup de références. Du coup, pour moi, en tout cas, dans mon développement artistique et culturel, dans mon développement artistique, il m'aide beaucoup.
Est-ce que tu as une anecdote sur justement le scénario, un truc qu'il a pu te conseiller, qu'il fallait mettre ou pas mettre? Oui, par exemple, moi, dans le film Yo Mama, admettons, à un moment donné, Claudia Tagbo, le rôle de Fanta, à un moment donné, elle pourchassait son fils avec la ceinture. Ok, À la base des bases. ouais. Dans le premier récit. Et moi, ça me faisait rire. Hein. Ça me faisait mourir de rire. Et sauf que lui, il a dit, Hmm. Il m'a dit, mon gars, là, maltraitance d'enfant. Ouais. Et je lui dis, mais moi, ça me fait rire. Il me dit, Amadou, toi, mais ça, devant les gens, maltraitance d'enfant, faut que tu changes. Et cliché aussi. Ouais, et cliché. Et cliché, maltraitance d'enfant, cliché. Il m'a dit, il faut que tu changes. Du coup, c'est là où j'ai dit, ok, je l'ai changé. J'ai mis un petit chien avec qui elle court. Du coup, on est sur le rasoir du cliché. Ouais. On est sur le rasoir du cliché comme les noirs ont peur des chiens. Mais en réponse, c'est qui tient le chien? Ouais. C'est un noir. Du coup, j'essaie de de prendre en contre-pied le cliché également. Et c'est quoi justement ton rapport à tous ces clichés qu'on peut retrouver dans le cinéma français, notamment? Bah, j'y fais attention. Je le combats ardemment. Vraiment, j'essaie de les combattre à fond. J'y fais attention parce que moi-même, je peux, comme Ouais, bien comme sûr. là à l'instant, là, je viens de te dire, c'était une idée qui me faisait rire moi, mais pourtant qui pouvait sonner cliché. Tu vois, par exemple, sur le rôle de Rachid dans Yo Mama, Rachid, pour le casting, par exemple, on a eu Hakim Shir qui déchire vraiment. Et au départ, je le voulais pas. Ok. Parce que je voulais, pour ce rôle-là, je voulais quelqu'un qui ait un visage sympathique. Parce que je me suis dit, c'est quand même le mec qui va interdire sa femme de faire de la musique. Et ce mec-là, comme de par hasard, c'est un rebeu. Ça veut dire qu'il faut faut qu'on l'aime. Faut qu'il ait un visage accueillant, cool, attachant pour qu'on l'aime. Et je trouvais qu'Hakim, il avait un visage assez dur. Sauf Hakim, c'est le mari de Zao dedans, de Samira. Et du coup, ensuite, il me l'a fait en casting et j'ai trouvé ça génial. Parce que justement, derrière ce visage qui pouvait paraître dur, il avait réussi à me montrer cette tendresse, cette sensibilité. Cette peur qu'elle s'éloigne. Voilà. Et du coup, je me suis dit, waouh, il a réussi, quoi. Et c'est aussi vraiment fortement, il a été fortement conseillé. Il m'a recommandé, il m'a été recommandé aussi par Leila Si, qui a vraiment cru en lui, et par Dez, qui me disait, Amadou, c'est lui qu'il faut, c'est lui. Je dis, bah vas-y, on va regarder, fais voir le casting, tu vois. Et il me l'a fait voir, je dis, waouh. Il a été bon. Du coup, et je suis très content. Je suis très très content que ça ait été lui, quoi. Bah franchement, je trouve que ça a été un très bon rôle du début jusqu'à la fin, notamment la scène avec l'imam. Franchement, elle m'a fait pleurer, elle a vraiment pleuré derrière cette scène. C'est quoi les chiffres, les résultats aujourd'hui de la sortie du film au cinéma? Alors, Yo Mama est sorti aujourd'hui, les résultats, c'est 170 000 entrées. Ok. C'est 170 000 entrées. Voilà. Et toi, t'avais un objectif précis ou... Oh, moi, c'était le million. C'était le... Alors, disque d'or. Ah, disque d'or. Alors, je vise toujours le million. Après, comme on dit, on vise les étoiles en espérant atterrir sur la Lune. Là, j'estime avoir atterri sur la Lune. Vraiment, je suis assez content des résultats parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'exister dans le cinéma. C'est vraiment dur. Faut savoir que 80% des films perdent de l'argent. Ouais. Tu vois. Il y a 20% de films qui ne perdent pas d'argent. Et on fait partie de ces 20%. C'est à cause des plateformes comme Netflix, Amazon et pas tout? Pas vraiment, c'est à cause du manque de succès. C'est juste qu'on sort au cinéma, les gens vont pas les voir. Ouais. Peut-être mauvaise exposition. Il y a aussi les plateformes aussi, peut-être qui encouragent les gens à regarder les films de chez eux. Et puis, c'est plus le même prix quand tu vas au cinéma. Moi, je pense que c'est surtout ça. Ouais. Aujourd'hui, une place, c'est 15 €. Avant, c'était la moitié. C'était clairement la moitié. Mais t'imagines, aujourd'hui, tu vas avec quelqu'un au cinéma, vous êtes deux, c'est 30 €. Plus un peu de popcorn et tout, t'en as pour 50 balles. T'en as pour 50 balles. Tu te rends compte, c'est énorme. Ouais. Alors, quand nous, on sort Yo Mama et que t'as un Astérix Obélix qui est à 4 €, Mission Cléopâtre, en plus, le meilleur, qui est à 4 €, et t'as Yo Mama que tu connais pas, qui est à 15 €, 14 €, 15 €, et que t'as tes enfants avec toi. Valeur sûre. Valeur sûre, Astérix Obélix, tu vois. Du coup, on a eu une concurrence féroce, je dirais. Même pas une grande féroce. Parce que je peux t'en citer 8 films qui sont sortis et je sais qu'il y a beaucoup de films qui sortent avec 30 000 entrées. Ça y est, 30 000 entrées, ça y est, tu sors de l'affiche. Ah ouais. Première semaine, 30 000 entrées, ça y est, salut, salam alaikum. Ah ouais. Ah oui. Et du coup, t'es là, tu te dis, waouh, est-ce qu'on va réussir à exister? Et le truc, c'est de sortir avec 170 000 entrées. Waouh! Bravo, franchement. On s'est bagarré. Hein. On est quand même, tu vois, on se bat avec Mission Impossible, on se bat avec Indiana Jones, on se bat avec Miraculous, on se bat contre Élémentaire.
On se bat contre les volontaires. Il y a Maître Poutiflard, c'est quand même Christian Clavier, tu vois. Astérix Obélix, quand même, à 4 euros, Ouais, ça joue. tu vois. Là, je t'en ai déjà cité 7. Ouais. Tu vois, 7 et Inside Use. Ouais. Tu sais, Inside Use, tiens, là, j'en suis déjà à 8, hein. Hmm. Tu vois, je sais que si je réfléchis bien, je peux t'en sortir 2 autres qui étaient pas mal, quand même, tu vois. Et quand même, va exister. Pour une première, Hmm. qu'est-ce que tu penses de toi? Pour une première, je vais être honnête avec toi. C'est que je suis assez fier de moi. Je suis fier du film dans le sens où je me dis pas, je suis fier du film dans le sens où je peux le voir dans 10 ans. J'en serai fier parce que les valeurs que j'ai prônées dans le film sont respectées. Ouais. Je ne dénigre personne. Je ne réponds pas, je ne participe pas aux clichés. Ouais. J'essaie de les combattre et pour le coup, ça se ressent. Ça veut dire que même quand tout à l'heure, il y a un jeune qui me dit le travail que tu as fait avec l'imam, bravo. Ouais. Ah, j'en suis content. Le travail que vous avez fait avec les familles Rebeu, les familles Renoir, les familles, la famille Blanche, avec les personnages, bravo. Tu vois, quand on me dit ça, je suis vraiment content. C'est là où je me dis, je œuvrais. Tu sais, j'ai même travaillé pour que, tu sais que c'est rare d'avoir un cascadeur bécane moto Ouais. noir, Ouais. tu vois. Et généralement, c'est des blancs qui doublent des noirs, Ouais. tu vois. Alors là, moi, sur le film, avec Leïla, on s'est dit non. Aucun blanc ne doublera un noir. C'est déjà dur pour un noir, Ouais. tu vois. Et on s'est dit, t'es dans une démarche, faut aller jusqu'au bout. Tu Bien vois, sûr. c'est jusqu'au bout. Alors, si on veut faire les choses bien, on leur a dit non. Si c'est un rôle de noir, c'est un noir qui doublera un noir. Et on va travailler tout le monde. Et on a été accompagné par Gaumont, qui ont, tu vois, notre dire de prod, qui, ok, c'est votre volonté, on va aller jusqu'au bout. Et on a travaillé ensemble, dur. Il s'est démené pour trouver, et on a trouvé un cascadeur noir. Je l'ai pris dans mes bras. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on lâche pas et qu'on aille jusqu'au bout. C'est de notre responsabilité. Ouais. Ça t'a fait quoi quand t'as projeté ton film à Sarcelles? Une énorme fierté. Ouais. Tu sais, une fierté, je crois, Parce que c'était dans 2 salles en même temps. 2 salles. Record historique d'avant-première à Sarcelles. Je t'assure. Ils m'ont dit quoi? Il y a Boudali, là. Boudali, c'est lui le parrain du cinéma. Et apparemment, sur les 2 films qu'il a fait, il a jamais fait autant en avant-première. Ouais. Tu sais, j'ai un gars qui m'a vu grandir, tu vois. Il a pris 150 places. Waouh. Voilà. Il a pris 150 places pour faire entrer. Mes amis, ils ont pris 20 places partout. Toutes les salles, toutes les avant-premières, 20 places. À Marseille, je crois que la moitié de la salle de Marseille, c'était que des gens de Sarcelles. Ah ouais? Je te jure. Je te jure, il y en a, ils sont tombés en panne en route. Fallait trouver un mécanicien à Marseille, changer de batterie, rouler. Tous. Vraiment. Et j'ai été porté par mon quartier. Par mes amis, par mes proches, ceux qui m'ont vu grandir. Vraiment, ils m'ont donné tellement d'amour. C'était fort. En tout cas, sache que moi aussi, je suis très fier de toi. Parce que, il fut un temps, on était posé à BETC en train de papoter. Hein, et je te demandais quand est-ce que tu sors ton premier film. Vas-y, je disais même, vas-y, même moi-même, figurant, je suis chaud de ouf et tout. D'ailleurs, je retiens que tu m'as pas appelé, mais tranquille. Ah, le prochain, le meilleur pour toi, le meilleur. Disquette. Mais en tout cas, je suis très fier, vraiment, très très fier du résultat et de toi. Et je sais que Inch'Allah, c'est que le début. Inch'Allah, je prie. Et ce que je voulais rajouter, c'était que, tu sais, pour moi, c'était aussi important que ce film, en fait, il vient de Sarcelles, tu vois. Il venait de Sarcelles, c'est une histoire qui s'est passée à Sarcelles, qui s'est produite à Sarcelles. Et pour moi, c'était important que je ne sois pas le seul à en bénéficier, en fait. Tu vois. C'était inconcevable. Ça veut dire que pour la musique, ce sont mes amis d'enfance qui ont écrit toutes les musiques du film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde sur TikTok et tout, et je dis, obligé que c'est un tel qui a écrit les morceaux, c'est qui a écrit les morceaux, et je me dis, waouh, c'est mes frères. Ouais. Tu vois, c'est mes amis qui ont écrit, du coup, par la suite, on a ouvert notre label, parce qu'on s'est rendu, on sait qu'on en est capable. J'ai fait travailler quasiment 80% des jeunes de mon quartier. Dans la ville, il y en a qui ont travaillé également sur le film. En figuration, j'ai pris du monde. Ouais. Tu vois, c'est tout le monde à manger. Il y a belle maman aussi dans le film. J'ai ma belle-mère, j'ai mon beau-père, j'ai mon beau-frère, j'ai mon père. C'est trop bien. J'ai mon père, j'ai mes sœurs,
qui ont travaillé. J'en ai une qui s'est trouvée une nouvelle vocation, Magnifique. costumière. Et du coup, là, elle travaille pour se trouver une école. Et franchement, j'ai mon beau-frère qui a travaillé. Et c'est ça. C'est ce qui me rend heureux. Faire un film demain tout seul, j'en veux pas. Je veux faire un film, mais je veux que tout le monde mange. Magnifique. C'est un très beau message. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive bientôt à la fin. J'essaie de faire un parallèle avec les cultures urbaines à chaque fois, entre l'histoire, la personne. Là, j'ai choisi Damso. Plus précisément. Dums. J'ai pas le. Mais plus précisément, l'histoire de la cover de Lithopédion. Tu vois, c'est celle où tu vois son œil. Ça a été réalisé par Romain Garcin, qui lui-même a été inspiré par une phrase de Damso qui dit « L'œil est la seule partie de mon corps avec laquelle je peux voir le monde sans me voir moi-même. » Je vais la répéter. « L'œil est la seule partie de mon corps avec laquelle je peux voir le monde sans me voir moi-même. » Est-ce que c'est pas une des raisons aussi pour laquelle toi, t'as décidé de t'orienter vers le cinéma et aussi en corrélation avec ton histoire de moche quand t'étais plus jeune? Déjà, sa phrase, il faudrait que je la comprenne. Déjà, moi, ce que je comprends, c'est qu'il peut voir un autre œil, il sait pas que c'est son œil, du coup, tous les œufs. Non, mais en gros, c'est comme quand t'as la caméra. Vu qu'il y a que toi qui vois dans la caméra, Ouais. tu peux pas te voir toi, mais tu vois tout ce qui est autour de toi. Sauf si tu vois un miroir. Ça aussi, tu vas voir. Non, mais non. Pour moi, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire, je suis. Si je te dis tout de suite, aujourd'hui, je serais incapable de pas écrire. Ouais. C'est plus fort que moi. Je serais incapable de faire un autre métier. J'en serais pas capable. Là, tu me dis, le seul métier que j'aurais pu faire à part ça, c'était conducteur de train. Je me suis dit, si je dois aller dans le truc, laisse-moi conduire des TGV. C'est tranquille. Tranquille, TGV, SNCF, je sais que c'est bien. Mais aujourd'hui, je pourrais pas m'attirer de mérite, dans le sens où le mérite, c'est, vas-y, j'y vais, je vais contre ma nature, je pousse. Mais c'est plus fort que moi. Écrire une histoire, si je l'écris pas, elle me hante. Tu vois ce que je veux dire? Si je la couche pas sur le papier, si elle sort pas de ma tête, elle me hante. Même Dimitri, pour le coup, tu vois, j'ai toujours eu... tu vois, j'ai écrit des comédies musicales, mais j'ai toujours voulu écrire un petit film indien, Bollywood, un peu mélangé. Et chaque fois, je lui parle des idées. Ça fait 1 an, tu vois, je le rabâche, 2 ans. À un moment, on me dit, écris là. Parce que sinon, tu vas pas arrêter de m'embêter. C'est écrit là, et parce qu'elle était toujours là, tu vois. Et aujourd'hui que je l'ai écrit, je lui en parle plus. Parce que maintenant, je l'ai écrit, et voilà, et je trouve que c'est plus fort que moi. Du coup, le cinéma, je dirais, c'est plus fort que moi. Je le fais parce que c'est plus fort que moi. Je vois pas, j'ai pas de métaphore, genre, le yin et le yang, tu vois, j'ai pas Maître Yoda, j'ai rien de tout ça, c'est juste, T'as sarcelle dans le sang, c'est tout. T'es déter. c'est plus fort que moi, gros. Je Je te jure, je prends 1 semaine de repos, je reviens, j'ai 10 idées. Ouais, Tu vois? je le vois très bien. Bah écoute, moi ça répond à ma question, mine de rien. Dernière question pour toi. Comme le Negmaron, si tu devais faire le bilan. Je peux pas faire de bilan parce que c'est le début. Ça, on l'a déjà dit, donc faut innover. C'est que le début, wesh. Le bilan? Ouais. Le bilan, c'est, je dirais, je suis qu'au début, moi. Tu sais, il y en a, ils font des films sur leur vie, ils viennent de commencer leur carrière. Ta vie, il y a tellement de choses qui vont t'arriver par la suite. Tu sais, il y a tellement de choses, il y a tellement d'aventures que je vais vivre que je peux pas l'inventer. Ouais. C'est-à-dire, il faut que je laisse le temps. Il faut que je laisse le temps au temps. Et il faut que j'avance. Là, aujourd'hui, le bilan, je dirais que mon bilan aujourd'hui, c'est premier step, c'est bien. Pour une fois, tu as sauté des classes. Ah, ça c'est beau. J'ai sauté une classe, c'est même peut-être 2. Du coup, maintenant, si t'avances, il faut le garder. C'est pas rien, j'allais dire, c'est rien de l'avoir. Non, c'est cool de l'avoir, mais le plus dur, c'est de le garder. Et le plus dur, c'est de confirmer. Du coup, j'ai fait un premier film qui respecte bien. J'espère qu'avec le temps, il vieillira bien. Et qui est le début, tu vois. Bon, premier score, 170 000, c'est excellent. Le second, je dois pas faire en dessous.
Inch'Allah, tu Toujours vois, plus. toujours plus. Et de travailler, de faire en sorte, comme je te dis, mon but à moi, ce n'est pas d'être réalisateur. C'est d'être le meilleur réalisateur de tous les temps. Et le meilleur auteur de tous les temps. Ah, moi, je te le souhaite. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? À Sarcelles. Non, je rigole. Du coup, non, moi, c'est sur Instagram, AM Kaizenberg, Kayzenberg. Et où vous tapez Amadou Mariko, et vous trouverez Ama Kaizenberg. Et c'est tout. Et c'est pour de vrai, tu peux me croiser à Sarcelles. Ouais, ça pour le coup, je confirme. Un grand merci à toi, c'était un plaisir. Merci à toi, Sama, pour l'invitation, et merci pour ce que tu fais. Continue, lâche pas, et je te donne rendez-vous au sommet. En résumé, il te suffit d'une victoire pour oublier les échecs passés. Axiom.